Bonjour et bienvenue à cette formation présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada intitulée « Offrir des soins inclusifs aux membres de la communauté LGBTQ2+, touchés par le cancer ». Cette formation s'adresse aux professionnels de la santé qui soutiennent les communautés partout au Canada. Nous vous présentons le module 2, pratique clinique. Je me présente, Pascal Rousseau, j'utilise le pronom « elle ». Je suis la gestionnaire des programmes communautaires à la SLLC. Comme dans le module 1, cette formation est une traduction intégrale d'une formation en anglais montée et présentée par Kim Meeking et Amanda Boulderstone de l'organisme Queering Cancer en Alberta. Cette version française est présentée par Sami Taha, doctorant en sciences infirmières et auxiliaire d'enseignement et de recherche à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Sami utilise les pronoms « il » et « lui ». Avant de débuter la présentation principale, j'aimerais vous faire part de notre mission et vous présenter quelques ressources qui pourraient vous être utiles à vous et aux personnes que vous soutenez. À la Société de leucémie et lymphome du Canada, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à la communauté des cancers du sang. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou plusieurs de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. À la fin, vous recevez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes. Plus de 900 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Vous retrouverez des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, les aspects psychosociaux, la survivance au cancer, etc. De nouvelles formations s'ajoutent régulièrement. Plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Visitez le www.formationcontinuecancerduSang.ca. Nous savons que les adolescents et les jeunes adultes touchés par le cancer vivent des défis qui sont souvent différents de ceux des adultes. C'est pourquoi nous avons créé des outils spécifiques pour soutenir cette population. Sur notre site Internet, les jeunes adultes peuvent trouver du soutien pratique, un blog, des balados, des feuillets d'information et des témoignages de leurs pairs. Nous avons récemment ajouté 3 nouvelles ressources disponibles pour les jeunes adultes sur notre site Internet dans la bibliothèque de ressources. Plusieurs jeunes ont partagé leur réalité avec un cancer du sang. Siam, qui nous parle de l'adaptation de la vie sociale après le diagnostic. Christian, qui partage ses conseils sur la façon de s'adapter à certains changements physiques qui peuvent survenir après un diagnostic de cancer. Et finalement, Romy, qui donne des conseils sur la gestion de l'anxiété. Ces ressources peuvent être téléchargées ou imprimées gratuitement. Tous ces outils peuvent être commandés via notre site Internet. Vous pouvez commander uniquement du matériel qui dirigera vos patients vers nos services ou demander également de la documentation sur les cancers du sang qui vous aidera à informer vos patients. Le tout se fait aisément et sans frais. La majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé via le site Internet. Grâce à ce formulaire électronique pratique, vous pouvez commander du matériel qui sera expédié à votre établissement, le tout en quelques clics seulement. Si vous avez des questions, il suffit de communiquer avec le ou la responsable des services communautaires de votre région. Nous sommes toujours heureux de pouvoir vous aider. J'aimerais souligner que notre application SLLC Appli Santé est une ressource gratuite et qu'elle est disponible en français et en anglais. L'application aide les patients et leurs aidants à suivre les effets secondaires des traitements, l'administration des médicaments, le journal de l'alimentation et de l'hydratation et plus encore. L'application permet également d'effectuer des rappels de médicaments et comporte un planificateur de repas nutritionnels ainsi que de nombreuses recettes pour aider les patients à obtenir la nutrition dont ils ont besoin. Elle peut être téléchargée gratuitement à partir des appareils Apple ou Android. Et finalement, le soutien psychosocial et émotionnel est très important pour la SLLC. Notre programme de soutien par les pairs étant identifié comme un service clé, mais beaucoup ne le connaissent pas. Des survivants bénévoles qui ont terminé leur traitement depuis au moins 1 an, sélectionnés et formés, partagent leur histoire avec des patients nouvellement diagnostiqués
avec des gens qui sont confrontés à une nouvelle option de traitement ou encore qui ont des questions sur l'après-cancer. L'âge, le sexe, le diagnostic et le traitement sont pris en compte pour garantir le meilleur jumelage possible. Ce programme contribue à donner de l'espoir, à atténuer l'anxiété et à créer des attentes réalistes. Nous proposons également des groupes de soutien virtuels d'un bout à l'autre du pays qui sont animés par des professionnels. Nos groupes de soutien permettent à la communauté des personnes atteintes d'un cancer du sang d'entrer en contact avec d'autres personnes qui font face aux mêmes défis dans le confort de leur foyer. Chaque participant crée des liens grâce aux discussions de groupe, partage des méthodes d'adaptation et des informations et brise l'isolement. Donc, visitez notre site internet cancerdusang.ca pour plus de détails. Il est maintenant temps de vous présenter notre programme principal. Alors, à vous, Samy. Bonjour et bienvenue au module 2 de la formation intitulée « Offrir des soins inclusifs aux membres de la communauté LGBTQ2+, touchés par le cancer ». Mon nom est Samy Taha, j'utilise les pronoms il, lui. Je suis doctorant en sciences infirmières et auxiliaire d'enseignement et de recherche à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Je présenterai la traduction de cette formation en 2 parties offertes en anglais par Kim Meeking et Dr. Amanda Balderston de l'organisme Queering Cancer basé à Edmonton en Alberta, et ce en collaboration avec la Société de leucémie et de lymphome du Canada. Dans cette 2e unité, nous aborderons le contexte de la pratique clinique. Pour récapituler, le module 1 a couvert l'histoire de la communauté Queer 101, les concepts et la terminologie, les inégalités en soins de santé et le stress des minorités, et nous avons également examiné les expériences LGBTQ2+, en matière de soins de santé. Nos objectifs d'apprentissage pour ce module sont d'expliquer les difficultés auxquelles se heurte généralement la communauté LGBTQ2+, qui reçoit des soins en cancérologie, présenter des approches de communication respectueuses et inclusives, repérer des procédés individuels et programmatiques permettant de créer un milieu accueillant, comprendre la nécessité d'améliorer la formation des professionnels de la santé. Voici notre table des matières. Cancer et communauté LGBTQ2+, création d'un milieu accueillant, utilisation d'un langage inclusif, la réassignation dans les systèmes et procédés, l'amélioration de la formation, un scénario clinique et enfin un résumé. Nous allons commencer par étudier le cancer dans la communauté LGBTQ2+. Tout au long de ce module, n'oubliez pas que les communautés regroupées sous l'acronyme LGBTQ2+, partagent certaines expériences en matière d'accès et d'utilisation des soins de santé. Cependant, ces expériences ne sont pas toutes identiques. Par exemple, dans de nombreuses études, les patients transgenres ont des besoins non satisfaits plus importants et rencontrent plus d'obstacles aux soins que les patients cisgenres. Des recherches démontrent que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans présentent un ensemble unique de facteurs de risque qui entraînent à la fois un plus grand nombre de cancers et un diagnostic à un stade plus avancé. Une revue de la littérature réalisée en 2015 par Keane et ses collègues a mis en évidence 7 types de cancers susceptibles d'affecter de manière disproportionnée la population LGBTQ. Il s'agit des cancers du sein, de l'anus, du col de l'utérus, colorectal, de l'endomètre, du poumon et de la prostate. Nous allons nous pencher sur les 3 cancers les mieux documentés. Premièrement, les femmes lesbiennes et bisexuelles présentent un risque plus avancé du cancer du sein. Les femmes lesbiennes et bisexuelles sont moins susceptibles d'avoir accouché ou d'avoir allaité, ce qui constitue un facteur de protection contre le cancer du sein. Elles sont également plus susceptibles, d'un point de vue statistique, d'avoir un poids corporel plus élevé. Certaines études suggèrent également que les femmes lesbiennes et bisexuelles sont moins susceptibles de passer une mammographie. Les hommes gays et bisexuels séropositifs peuvent présenter un risque plus élevé de cancer de l'anus. Les hommes gays et bisexuels infectés par le VIH sont 80 fois plus susceptibles d'avoir un cancer de l'anus que les hommes séronégatifs
qui n'ont de rapport sexuel qu'avec des femmes cisgenres. Le virus du papillome humain, VPH, contribue non seulement à des taux plus élevés de cancer de l'anus chez les hommes gays, mais aussi à des taux plus élevés de cancer du col de l'utérus chez les femmes lesbiennes et bisexuelles. De nombreuses femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes ont également eu des contacts sexuels avec des hommes dans le passé, ce qui peut augmenter le risque d'être infecté du VPH. Il est possible que les taux de dépistage soient plus faibles chez les femmes lesbiennes et bisexuelles parce qu'elles croient à tort qu'elles ne sont pas exposées au risque de cancer du col de l'utérus. Pour des communautés spécifiques LGBTQ2+, comme les personnes trans et non-binaires, il n'existe pas de données fiables sur l'incidence et la prévalence du cancer. Toutefois, nous savons que les patients transgenres sont moins susceptibles de bénéficier du dépistage recommandé du cancer que la population cisgenre. Les inégalités pour la communauté LGBTQ2+, existent tout au long du continuum du cancer, depuis le dépistage jusqu'à la fin de la vie. Comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente, les populations LGBTQ2+, ont généralement des taux de dépistage du cancer plus faibles, ce qui signifie que les personnes queer peuvent se présenter plus tard pour un traitement, en particulier les personnes trans, en raison de problèmes d'accès aux soins de santé ou d'évitement. En outre, les messages de dépistage s'adressent généralement aux personnes hétérosexuelles cisgenres et les professionnels de la santé peuvent ne pas être conscients des besoins des personnes queer en matière de dépistage du cancer. Lorsqu'ils accèdent au traitement, les patients peuvent être confrontés à des professionnels de la santé qui ne sont pas formés à la prise en charge des patients queer. Certains retournent dans le placard parce qu'ils craignent la discrimination. Les services de cancérologie sont souvent très sexués. Par exemple, nous parlons de cancer masculin et de cancer féminin. Cela peut être difficile pour les personnes LGBTQ2+, qui expriment leur genre d'une manière non normative. En général, les patients LGBTQ2+, sont moins satisfaits de leur traitement et ont moins accès à l'information et au soutien psychosocial approprié. Les patients queer doivent s'adapter à leur nouvelle identité de survivants du cancer et l'intégrer à leurs autres identités. Il est de plus en plus évident que la superposition d'une nouvelle identité de personnes touchées par le cancer à celle de personnes LGBTQ2+, peut aggraver la détresse psychologique. Enfin, en ce qui concerne les soins palliatifs ou de fin de vie, les personnes LGBTQ2+, peuvent se heurter à des obstacles importants dans l'accès aux soins palliatifs et de fin de vie. Elles peuvent craindre d'être confrontées à l'ignorance, à la discrimination et à des soins de moins bonne qualité. Voici un exemple d'expérience de soins palliatifs tiré d'un rapport britannique de Cancer Charity Marie Curie. L'incompréhension des relations intimes est assez fréquente chez les personnes LGBTQ2+. Cela peut les obliger à faire leur coming out pour corriger ces idées fausses. Lorsqu'une personne se trouve dans une position émotionnellement et physiquement vulnérable, comme dans un service de soins palliatifs, cela peut être encore plus difficile et certains patients peuvent choisir de ne pas faire leur coming out pour des raisons de sécurité. Nous vous suggérons de mettre la diapositive en pause et de lire la citation. Le rapport qualitatif sur l'expérience des patients, publié en 2016 par le UK Cancer Charity Macmillan, a examiné en profondeur les expériences d'un échantillon de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans vivant avec un cancer à différents moments de leur parcours. Les auteurs ont constaté que les professionnels de la santé avaient constamment l'impression d'être confrontés à des suppositions hétéronormatives lorsqu'ils interagissaient avec les patients. Les patients subissent un stress lié à la révélation de leur orientation sexuelle. Les professionnels de la santé manquent de sensibilité et les ressources et services d'aide aux personnes LGBTQ2+, pertinentes et ciblées sur le cancer font cruellement défaut. Enfin, les patients sont moins satisfaits des soins et sont très isolés.
Nous savons donc maintenant que les personnes LGBTQ2+, sont confrontées à des difficultés et à un stress lorsqu'elles ont accès à un traitement contre le cancer dans notre système de santé. Que pouvons-nous faire pour les aider? Les recommandations formulées dans la littérature se répartissent grosso modo en 4 domaines, à savoir la création d'un environnement accueillant, l'utilisation d'un langage inclusif, l'utilisation de systèmes et de processus affirmatifs et enfin l'amélioration de l'éducation. Voyons d'abord comment créer un environnement accueillant. L'une des choses les plus importantes à retenir est d'éviter les suppositions. Lorsque vous rencontrez un nouveau patient, il n'est pas possible de connaître son orientation sexuelle ou bien son identité de genre simplement par son apparence ou ses manières. De même, nous pouvons faire des suppositions erronées sur les personnes qui les accompagnent et sur leur situation sociale. Utiliser les bons mots et être ouvert permet d'établir une relation de confiance dès le début. Une phrase que les professionnels de la santé disent souvent lorsqu'il est question de la communauté LGBTQ2+, c'est « je traite tous mes patients de la même façon ». Cette phrase part d'une bonne intention, mais elle est souvent fausse, car nous savons que tous les patients ne sont pas identiques et n'ont pas la même identité, les mêmes antécédents, la même structure familiale et les mêmes expériences. Dans un article récent, Usher a qualifié ces personnes de praticiens égalitaires. Elle indique que ces personnes s'appuient sur des idées de responsabilité éthique et se positionnent comme traitant tous les patients de la même manière. Ils ne voient pas la pertinence des informations sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, mais du point de vue de leurs patients, cette approche conduit à l'absence d'informations spécifiques sur les personnes LGBTQ2+. Elle provoque de l'anxiété chez les patients et les aidants quant à la divulgation de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Les patients se sentent invisibles et sont globalement insatisfaits de leur expérience en matière de soins de santé. L'une des choses que font de nombreuses personnes issues de la diversité sexuelle et de genre lorsqu'elles pénètrent dans un environnement, en particulier lorsqu'il s'agit d'une clinique ou d'un hôpital, c'est de scruter les alentours à la recherche de signes de sécurité. Ces signes ou signaux peuvent indiquer à la personne qu'elle peut être elle-même et l'aider à se sentir la bienvenue. Ces signes peuvent être les suivants: des autocollants ou des affiches indiquant un espace sûr. Il s'agit d'un moyen simple de faire savoir à tous ceux qui franchissent la porte que toutes les identités sont les bienvenues et qu'elles sont soutenues. Développer des politiques de diversité et d'inclusion. Lorsqu'il s'agit de créer une culture de la sécurité, des politiques officielles sont souvent élaborées. Si votre clinique ou votre organisation dispose d'une telle politique, elle pourrait être affichée bien en vue. Des toilettes pour tous les genres. Il est important d'avoir des toilettes pour tous les genres. Les toilettes à une seule cabine peuvent facilement être transformées en toilettes pour tous les genres à l'aide d'un simple panneau. Disposer de matériels éducatifs et informatifs inclusifs pour les patients. Veillez à ce que les documents d'information destinés aux patients ne soient pas exclusivement genrés. Par exemple, de nombreuses brochures ou sites web sur le cancer du sein utilisent beaucoup de roses et ne présentent que des images de femmes cisgenres. D'autres domaines d'inclusion pour le matériel éducatif pour les patients pourraient être des images de couples de même sexe, de personnes transgenres, etc. De plus, avoir une liste de ressources et de soutien pour la communauté LGBTQ2+. Un autre signe de sécurité est le port par le personnel d'épingles arc-en-ciel, d'épingles à pronoms ou de cordons. Cela peut indiquer que le membre du personnel est une personne à laquelle on peut s'adresser en toute sécurité pour faire son coming out ou qu'il est un allié. Depuis 2009, la Coalition des familles LGBT, sous l'acronyme CF-LGBT, forme les professionnels œuvrant auprès des familles et des jeunes dans divers milieux afin de les outiller à créer des milieux plus ouverts et inclusifs de la diversité sexuelle et de genre. Vous pouvez visiter la section « La vitrine » pour des idées
pour vous assurer que votre milieu est accueillant pour la communauté LGBTQ2+. Avant de poursuivre, une mise en garde s'impose. L'ajout d'autocollants, d'affiches, de cordons et d'épingles doit se faire avec prudence. Il est important d'éduquer le personnel et de mettre en place des politiques et des procédures d'intégration. La formation est particulièrement importante pour les employés de bureau ou les réceptionnistes, qui sont souvent la première personne que les patients voient et qui peuvent donner le ton à la visite du patient. Voici quelques exemples d'outils pour promouvoir l'éducation, la prévention et la défense des droits des patients LGBTQ2+. Le premier est un exemple de campagne menée par l'organisation caritative Live Through This pour encourager les gens à participer au dépistage du cancer du sein. Elle présente des images claires de personnes identifiées comme étant queer et contient des conseils sur la manière de se présenter au dépistage, rédigés de manière inclusive. Le deuxième exemple nous vient de Queering Cancer. Il s'agit d'un livret d'informations ou d'une affiche que vous pouvez télécharger à partir de leur site web et afficher dans votre service clinique qui renvoie à nos ressources. Le troisième exemple est une campagne de défense des droits de Rainbow Health en Ontario qui encourage les personnes de tous les genres à se présenter au dépistage du cancer du col de l'utérus. Tel que mentionné dans les diapositives précédentes, pour vous informer des initiatives québécoises, vous pouvez communiquer avec la Coalition des familles LGBT sous l'acronyme CFLGBT via leur site Internet. Cette citation est tirée d'une étude réalisée par Colpitts et Ganahan en 2016. La section suivante porte sur l'utilisation d'un langage inclusif. En ce qui concerne le langage, l'utilisation de mots justes permet d'établir une relation de confiance et centrée sur le patient. Il s'agit simplement d'être attentif à ne pas laisser nos préjugés nous gêner lorsque nous rencontrons un nouveau patient. Tous les intervenants dans le parcours du patient peuvent faire une différence positive. Par exemple, avant de rencontrer le patient pour la première fois, vérifiez le dossier médical pour voir si le nom ou les pronoms préférés du patient sont enregistrés. Ces options sont de plus en plus disponibles dans les nouveaux systèmes de dossiers électroniques. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander au patient son nom et ses pronoms préférés pour savoir comment il souhaite qu'on s'adresse à lui. Vous pouvez également briser la glace en vous présentant avec vos pronoms si vous vous sentez à l'aise ou en portant une épinglette pronominale. N'oubliez pas d'utiliser un langage non sexiste comme partenaire plutôt que mari ou femme. N'oubliez pas d'éviter les suppositions. Par exemple, vous pouvez demander au patient avec qui il est plutôt que de supposer que la personne qui l'accompagne est un ami. Une bonne règle de base est d'écouter. Utilisez les termes employés par votre patient. Parle-t-il d'un partenaire? Comment se réfère-t-il à son corps ou à des parties de son corps? En cas de doute, posez respectueusement la question. Nous allons nous arrêter un instant sur la dysphorie de genre. Il est important de comprendre ce qu'est la dysphorie de genre, car l'utilisation de mots et d'une terminologie erronée peut parfois provoquer une dysphorie de genre chez n'importe qui, mais plus particulièrement chez vos patients trans et non-binaires. La dysphorie de genre est un terme qui décrit un sentiment de malaise qu'une personne peut ressentir en raison d'un décalage entre son sexe biologique et son identité de genre. Ce sentiment de malaise ou d'insatisfaction peut être si intense qu'il peut conduire à la dépression et à l'anxiété et avoir un impact néfaste sur la vie quotidienne. La dysphorie de genre est répertoriée dans le manuel diagnostique et statistique de l'American Psychiatric Association comme étant un trouble. Mais les personnes ne se sentent pas toujours dysphoriques. Parfois,
Elles peuvent se sentir euphoriques, et l'euphorie de genre n'est pas aussi souvent évoquée, mais elle est généralement le contraire de la dysphorie et peut inclure le fait de se sentir à l'aise dans son corps, de se présenter comme le genre auquel on s'identifie, d'utiliser ses propres pronoms ou de voir d'autres personnes utiliser ses propres pronoms. Vous pouvez interrompre la diapositive et regarder ces citations de participants à la recherche menée par Boydall en 2022. Le langage est donc important, car pour certains patients trans et non-binaires, l'utilisation de termes peut entraîner une erreur de genre ou déclencher une dysphorie de genre. Certaines personnes trans et non-binaires peuvent se sentir ambivalentes ou mal à l'aise avec la terminologie utilisée pour l'anatomie reproductive et d'autres termes sexués. Elles peuvent préférer utiliser d'autres termes. Il peut être utile de poser des questions à votre patient et d'écouter la façon dont il parle de ses parties du corps. Faites-lui savoir que vous aimeriez être corrigé en cas d'erreur. Le tableau suivant présente des exemples de langage plus neutre, adaptés de Potter et ses collègues et de Transcare BC. Vous pouvez mettre la diapositive en pause et y jeter un coup d'œil. Certaines personnes transgenres peuvent porter des vêtements qui affirment leur genre afin de modifier leur apparence pour qu'elle corresponde à leur expression de genre. Cela signifie que vous devez faire attention à ne pas demander aux patients d'enlever leurs vêtements à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour la procédure ou le traitement et qu'ils soient à l'aise. Parmi les pratiques et les vêtements visant à affirmer le genre, on peut citer l'aplatissement ou bien le binding, la dissimulation ou bien le tucking, le faux paquet ou bien le packing, ainsi que le rembourrage ou bien le padding. L'erreur de genre consiste à se référer de manière incorrecte au genre d'une personne en supposant à tort son identité de genre ou en utilisant les mauvais pronoms. Cela peut arriver intentionnellement ou non, mais dans tous les cas, cela peut être préjudiciable ou blessant. Mais ce n'est pas grave. Vous devez simplement vous excuser et passer à autre chose. N'attendez pas de la personne qu'elle vous réconforte parce que vous vous sentez mal ou qu'elle vous pardonne. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de vous, mais engagez-vous à faire mieux. Comment pouvez-vous vous améliorer pour que cela ne se reproduise plus? La section suivante porte sur l'amélioration des systèmes et des processus. Lorsqu'il s'agit de concevoir des systèmes, des formulaires et des processus, il convient de prendre en compte les besoins des personnes de genres différents. Les dossiers médicaux électroniques et les formulaires d'admission peuvent être adaptés pour inclure l'orientation sexuelle, les pronoms, le nom préféré et l'identité de genre. Si nous demandons ces informations à tous les patients, elles deviennent la norme et contournent les stéréotypes et les suppositions des professionnels de la santé. L'exemple suivant illustre une procédure de vérification de la grossesse. Le formulaire présenté sur la diapositive est un exemple d'un examen d'imagerie. La personne devrait expliquer pourquoi elle savait qu'elle n'était pas enceinte et les options qui s'offraient à elle étaient l'hystérectomie, la ligature des trompes, le contrôle des naissances ou l'absence d'activité sexuelle. Aucune de ces options ne s'appliquant, elle a dû ajouter son propre commentaire, ce qui a donné lieu à une conversation très gênante avec la réceptionniste, conversation qui aurait pu être évitée grâce à un formulaire d'admission inclusif. Le fait de rendre les systèmes et les processus inclusifs aide les patients à se sentir considérés, montre que l'établissement s'engage à améliorer les soins pour cette communauté et nous fournit également des données plus solides sur les taux de dépistage et la prévalence du cancer dans cette population. Heureusement, certaines cliniques et certains hôpitaux commencent à recueillir des informations sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre à l'aide de formulaires d'admission inclusifs. Ici, vous pouvez voir la méthode trans-inclusive en 2 étapes qui demande le sexe assigné à la naissance et l'identité de genre. Cette méthode s'applique également aux personnes de genre binaire, hommes ou femmes, les personnes trans, queer, à genre ou sans genre.
Lorsque l'on considère les processus de planning des naissances, il est important de se rappeler que les femmes ne sont pas les seules à pouvoir porter un enfant. Les hommes transgenres et les personnes transmasculines peuvent également porter des enfants. Des recherches suggèrent que jusqu'à 30% des hommes transgenres ont eu des grossesses non planifiées. Heureusement, les contrôles et les formulaires relatifs à l'état de grossesse sont de plus en plus inclusifs. En Europe, par exemple, la réglementation relative à l'exposition médicale au rayonnement ionisant a révisé son libellé en 2017, passant des femmes en capacité de procréer aux personnes en capacité de procréer. Ce changement de réglementation signifie que les services d'imagerie révisent leurs formulaires et leur matériel d'éducation des patients. Voici un exemple d'affiche inclusive pour les patients. Notez que la silhouette féminine typique a été remplacée par l'image de l'utérus en gestation. Lors de l'examen des lignes directrices, des politiques et des normes de pratique clinique, les auteurs McDonough et Skubish suggèrent d'inclure les éléments suivants. Les politiques antidiscriminatoires devraient inclure le respect des pronoms, de l'identité et de l'expression de genre des patients, ainsi qu'un système de signalement des traitements discriminatoires ou irrespectueux. La formation du personnel aux besoins de santé des personnes LGBTQ2+, et aux compétences culturelles intersectionnelles devraient être obligatoires. Des mesures de responsabilisation et un mécanisme d'évaluation des politiques et processus doivent être mis en place pour chaque département et service. Enfin, les patients doivent avoir la possibilité de donner leur avis sur les améliorations à apporter. Nous examinerons maintenant le rôle de l'éducation dans l'amélioration des soins inclusifs. Un récent rapport du gouvernement fédéral sur la santé des personnes LGBTQ2+, par Casey en 2019, a souligné la nécessité d'améliorer la formation des prestataires de soins de santé à tous les niveaux afin d'inclure la diversité des genres et l'orientation sexuelle. Le rapport recommande que l'objectif de l'éducation aux soins de santé soit de changer les attitudes et de démystifier les stéréotypes et qu'il comprenne également un volet sur la manière d'interagir avec les personnes transgenres dans le respect et l'affirmation de soi. De nombreuses études portant sur l'expérience des patients LGBTQ2+, dans les soins de santé préconisent une formation plus poussée et de meilleure qualité pour l'ensemble du personnel et des bénévoles, qu'il s'agisse du personnel clinique, du personnel de bureau, du personnel administratif ou de la direction. Or, nous savons que la plupart des professionnels de la santé n'ont reçu que très peu de formation académique sur les besoins des patients LGBTQ2+. Dans 2 études américaines, les étudiants en médecine ont reçu en moyenne 5 heures au total et les étudiants en soins infirmiers 2 heures de cours sur la santé des personnes queer et transgenres. À cause de ce manque d'éducation et de soutien dans ce domaine, les patients LGBTQ2+, doivent très souvent éduquer les professionnels de la santé avec lesquels ils interagissent sur leurs facteurs de risque et leurs besoins en matière de santé afin de recevoir des soins appropriés. Il existe de nombreux endroits où l'on peut trouver des informations complémentaires sur ce sujet. Au Québec, le Conseil québécois LGBT est un regroupement de plus de 60 organismes situés partout au Québec. L'organisme Inclusion LGBTQ2+, répertorie et présente les ateliers de formation et de sensibilisation aux réalités LGBTQ2+, offerts sur le territoire. Utilisez l'outil de recherche et parcourez la carte pour trouver l'activité la plus adaptée à vos besoins en visitant le www.inclusion-lgbtq2.ca. Vous retrouverez également sur le site web queeringcancer.ca, en anglais seulement, une page consacrée à l'éducation qui contient des liens vers des cours gratuits ou peu coûteux sur la prestation de soins inclusifs. Ils proposent également des formations sur mesure pour des environnements cliniques spécifiques. Leur site web comprend également une base de données entièrement consultable de plus de 200 ressources sur le cancer spécifiques aux personnes queer et trans. Ils ont une page de témoignages de patients de la communauté LGBTQ2+, touchés par le cancer. Vous pouvez également les trouver sur les médias sociaux à l'adresse Queering Cancer, où ils publient les points forts de la recherche et font la promotion des histoires de patients. Je vous présente maintenant un scénario clinique dans lequel vous pouvez appliquer certaines des pratiques de soins inclusives apprises dans cette présentation. Cet exercice d'autoréflexion vous présente un patient appelé AJ.
Vous pouvez mettre la vidéo en pause après la diapositive suivante et réfléchir à la question qui vous est posée. Prenez des notes si vous le souhaitez. Puis, examinez les points figurants sur les diapositives suivantes. Agi, dont les pronoms sont IL et IL, est un jeune homme transgenre à qui l'on a récemment diagnostiqué un lymphome de Hodgkin. Il se rend à la clinique de cancérologie pour une chimiothérapie avec sa partenaire Alex qui utilise le pronom elle. Agi s'inquiète des effets secondaires du traitement et anticipe des problèmes en se basant sur ses expériences antérieures en matière de soins de santé. Le nom et le sexe d'Agi sont incorrects dans le dossier médical électronique. À quoi pourriez-vous penser lorsque vous accueillerez Agi et que vous vous présenterez pour la première fois? Vous pouvez mettre la vidéo en pause maintenant. Parmi les éléments suivants, lequel avez-vous pris en compte? Vous êtes probablement surpris de trouver un patient de genre masculin au vu des informations contenues dans son dossier médical. J'espère que vous avez essayé de ne pas faire de suppositions. Vous êtes-vous demandé si vous n'aviez pas fait une erreur de pronom en les accueillant? N'oubliez pas que si vous commettez une erreur, vous pouvez vous excuser et passer à autre chose. Avez-vous décidé de corriger les informations contenues dans le dossier médical, soit directement, soit en contactant le service des archives médicales? Bravo si l'une de ces questions a été soulevée. Examinons-en d'autres. Lesquelles avez-vous envisagées? Peut-être vous présenteriez-vous avec votre nom et les pronoms de votre genre, en vous rappelant que cela peut encourager vos patients à partager les leurs et contribuer à renforcer la confiance. Avez-vous pensé à demander à Agi comment il aimerait être appelé et à lui demander qui était avec lui aujourd'hui? Pourriez-vous inclure Alex, la partenaire d'Agi, et prendre également en compte ses besoins en matière d'information et de soutien? Poursuivons le scénario. Vous emmenez Agi et Alex dans une pièce annexe pour leur parler de leur traitement et de ses effets secondaires. Alex vous dit qu'avant le diagnostic, il parlait de fonder une famille et qu'il se pose des questions sur la possibilité de porter un enfant après la chimiothérapie. Que pourriez-vous envisager lorsque vous parlerez à Agi et Alex des options en matière de fertilité? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Parmi les éléments suivants, lesquels avez-vous pris en compte? Ne pas faire de suppositions sur la façon dont Agi et Alex veulent fonder leur famille. Leur permettre de poser des questions en premier lieu afin que vous puissiez comprendre leurs besoins, banque de sperme, prélèvement d'ovules, etc. Avez-vous pensé à écouter la façon dont le couple parle de ses organes reproducteurs et à utiliser le même langage? N'oubliez pas que vous pouvez toujours demander les termes qu'ils utilisent si vous n'êtes pas sûr. Bravo si vous avez pris en compte quelques-uns de ces éléments. Nous espérons que vous avez contribué à faire en sorte qu'Agi bénéficie d'une expérience de soins de santé positive. Nous sommes arrivés à la fin de l'unité 2 de cette formation. Nous espérons que vous retiendrez les messages clés suivants. Une communication appropriée et un langage inclusif sont importants. Rendre les espaces de soins accueillants passe par des politiques et des pratiques. Il est nécessaire de renforcer l'éducation à tous les niveaux. Je vous remercie de poursuivre votre formation en matière de soins inclusifs aux patients. Je désire remercier l'organisme Queering Cancer d'avoir préparé cette importante formation et d'avoir permis de la traduire en français. Merci pour leur soutien à la communauté LGBTQ2+. Veuillez communiquer avec eux pour de l'information supplémentaire. Vous retrouverez ici une liste de ressources. Prenez note que les diapositives sont disponibles en téléchargement sur la plateforme de formation continue de la SLLC. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Samy, pour cette présentation. Pour consulter nos autres formations, visitez le www.formationcontinuecancerdu-sang.ca. Vous voyez à l'écran les différentes catégories qui sont disponibles.
Je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui vous aidera à diriger vos patients et leurs familles vers nos services, comme nos feuillets détachables que vous voyez à l'écran. N'hésitez pas à diriger les patients vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qu'ils ont nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Alors merci et à très bientôt.